Montessori, si je vais rebondir encore une deuxième fois sur ce qu'il vient de dire le professeur Zabar sur le comportement, et aussi ce qu'elle vient de dire Madame Draitouch et aussi le professeur Khader Medeni, pour qu'il y ait un investissement. Donc il faut qu'il y ait des données au préalable et qu'il y ait des études imposées par des normes bien précises. Oui. Au fait, on a deux volets. Il y a le volet, on peut dire, il y a deux types d'exigences. Il y a des exigences réglementaires, il y a des exigences qu'on appelle normatives, de référence, bien sûr. Sur les deux cas, ça se chevauche. Ça se chevauche en fonction, au fait, des exigences réglementaires. Le cas de l'Algérie, les exigences réglementaires, elles sont beaucoup plus administratives. Par contre, le technique, tout ce qui est technique de preuve, des preuves techniques de fonctionnement ou de la question est-ce que telle ou telle activité elle produit de l'environnement, ça dépend de pas mal de méthodes qui sont disponibles, c'est des méthodes très anciennes. Là on fait des scénarios, on fait des trucs classiques. Mais maintenant actuellement, on est à notre disposition. On a l'aspect réglementaire qui est essentiellement des exigences administratives. Il y a la norme, les normes qui viennent donner les preuves ainsi que l'évaluation des dégâts par impact. Ça veut dire qu'on a l'impact, à part l'impact économique, à part l'impact économique. Donc on a l'impact écotoxicité, toxicité humaine. Bon, à la fin, on va les regrouper en trois groupes. Donc, on a la santé humaine, les ressources, l'épuisement des ressources, la qualité de l'écosystème. Les trois qui sont liés automatiquement à des problèmes, bien sûr, générés par une activité, qui sont l'exemple écotoxicité, toxicité, eutrophisation, aqua-eutrophisation des eaux marines. Il y a plusieurs. On peut énumérer plus de 24 problèmes qui peuvent générer atteindre les trois dommages sur la santé humaine, sur les ressources et sur la qualité de l'écosystème. Le plus important, c'est que l'administration, elle est là. Quand on prend un dossier d'une activité X ou Y, on regarde beaucoup plus l'aspect exigence réglementaire que les preuves chiffrées. Maintenant, ce n'est pas une question, puisque si on parle de l'évolution des normes, on voit, et vous savez tous que la norme, elle a une date de péremption qui est de 5 ans. Chaque 5 ans, si elle dure 5 ans, la norme, soit elle est reconduite, soit on ajoute des défauts, donc des défauts, des notes, que réellement, par la pratique, on découvre des défaillances quelque part d'une fonction, d'une norme, on l'insère à chaque 5 ans. La dernière des dernières, donc si on prend par exemple le côté environnement, on a la 14001 qui est management de l'environnement, qui est accompagné par un bouquet de 14000. Bon, prenons le cas l'empreinte eau à 14046, l'éco-conception. Aussi, on a aussi l'analyse de cycle de vie sur la 14040 et 44. On a aussi toutes les normes de management dont on trouve de l'environnement à l'intérieur. Donc ça veut dire tout le management, tout système produit, soit produit, soit service, on trouve toujours des exigences concernant l'environnement. Donc l'intérêt de l'environnement, il ne vient pas comme ça. L'intérêt, il est beaucoup plus d'un danger que la terre, parce qu'il ne faut pas qu'on pense que l'environnement Algérie, Maroc ou Tunisie, non, c'est l'affaire de l'être humain, de l'existence de l'humanité ou même de la faune, de la flore, comme l'a si bien dit Madame la directrice de l'environnement. Donc il faut voir de cet aspect, il faut qu'une sensibilisation, je reviens vers vous côté culture, cette culture-là, on ne l'a pas. Effectivement, peut-être les gens qui vivaient avant, malgré les problèmes qu'ils avaient, ils avaient ce qu'on appelle cette culture de préservation de l'environnement qui est juste à côté, donc comme on dit, de Tabdare. Donc je commencerai par à l'intérieur, et ça se voit, si on voit vers l'histoire, on voit que l'homme était plus, si je peux
peut dire, il était plus propre que nous actuellement. Donc l'humain, si on voit l'environnement depuis 1994 j'ai l'évaluation de 94 jusqu'à 84, combien d'années, beaucoup d'années, eh ben, quand on entend que 60% des espèces, avec extinction, extinction, ça c'est grave. Ça veut dire que réellement l'homme, soit il a viré vers ce qu'on appelle A plus B, on voit que le produit, on oublie le sous-produit, donc je prends tel produit, je le mélange sans savoir que le produit, le A plus B, l'origine, je ne connais pas, et je vois l'essentiel, il me donne un produit final, et j'oublie les sous-produits qui est réellement produit par le produit. L'homme, il a tendance à voir que le produit. Il s'en fout de ce produit qui peut être un problème, peut-être pour lui, mais certainement pour la génération, sa progéniture de demain. D'ailleurs, même lors de votre conférence, vous avez parlé d'un cycle de vie et vous avez donné un des exemples qui m'a plu, c'était le t-shirt ou bien le tricot. Donc, c'est une chaîne interminable. Tout se relie et se lie en même temps. Et la beauté dans tout ça, cela veut dire si je veux faire une étude, par exemple, produire un pull, la moindre des choses, même si je ne connais pas l'origine, j'ai le droit, la norme, elle me donne le droit de limiter mon système, mon système d'études. Ça veut dire si je suis AJ, je peux le limiter. Certes, peut-être les données que je viens, peut-être ils ont un problème, je limite et je peux évaluer par étape et par machine l'état de l'environnement, de l'état de problème qui peut engendrer telle ou telle chose à tel et tel niveau de production dans le système de biais. Donc et si je retrouve que, par exemple, que cette machine, elle me consomme plus d'énergie, un exemple d'énergie, et oui, si je prends l'énergie, je vois que la machine, elle me donne, je dois faire 400 kilowattheures d'électricité pour faire une activité qui est normalement, elle peut se faire à un temps encore autre chose, une autre énergie, je peux le faire, je peux le modifier, mais je dois prouver que réellement cette machine, elle peut marcher avec moins de kilowattheures, tout en prenant en considération que l'électricité produite, elle génère elle-même à sa ressource, quand elle vient en input, elle génère des problèmes quelque part, soit au niveau de la production d'électricité, soit par gaz ou par, tout dépend de la ressource, de production de l'électricité, parce qu'il y a plusieurs types. Voilà. Professeur Denis, j'ai suivi votre conférence. C'était très intéressant en ce qui concerne l'écosystème en général et vous avez mentionné des études diverses, notamment celles qui concernent Wade Suman. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est si on veut se projeter dans l'avenir, donc on doit vivre le présent. Et on parle ces derniers temps tout de la pénétration intersaisonnière ou bien du dérèglement climatique, les ruptures de cycle, on le dit dans notre jargon, صيف يقول ذا الربيع الشتوى يقول ذا النذور. Tout ce mélange-là, ça a perturbé la vie humaine et ça a perturbé aussi la faune et la flore. Merci pour votre question qui a une importance majeure en tous les cas pour le pays, surtout pour les pays qui sont dans la rive sud de la Méditerranée, puisque toutes les projections, que ce soit des projections faites par l'ONU, des organismes internationaux, ou même par les scientifiques locaux ou des scientifiques tunisiens et marocains, j'ai tenu à faire rappeler que le projet que j'avais présenté était un projet structurant, là où il y avait plusieurs pays qui comparaient leurs résultats. Et juste la chose importante, c'est qu'ici, dans notre pays, quand on veut faire de la perspective, il faut avoir de la donne assez ancienne. Et la donne assez ancienne, nous avons des organismes
de plus en plus, ces organismes, en tout cas on arrive à déduire, que les organismes n'ont pas vraiment des bases de données assez fiables. Donc, la première des choses que nous avons faites, c'est tout d'abord comment fiabiliser les bases de données pour que les études qui vont être réalisées, ou là, qui sont réalisées, ou là, qui vont être réalisées dans le futur, soient des études qui puissent donner, alors j'ai bien dit dans la conférence, pas le chiffre réel, mais les tendances. Toute une question de tendance, soit dans les études d'environnement, soit dans les études d'écologie, de biodiversité. Toute une question de tendance. Réellement, personne ne peut prédire l'avenir. Personne ne peut dire en 2050 comment ça va être. Mais nous pouvons dire des choses. Est-ce qu'il va y avoir plus d'eau ou moins d'eau? Est-ce que la température va augmenter ou est-ce qu'elle va baisser? Ça, on peut le dire avec des certitudes quand même assez avancées. Deuxième chose que j'ai dit à l'intérieur, si nous allons continuer avec notre méthode de gestion actuelle, c'est-à-dire la manière comment les humains sont en train de gérer la ressource, et surtout la ressource en eau, et bien certainement, un bassin comme la Méditerranée aura à peu près 400 millions de personnes qui n'ont pas d'accès à l'eau, et autant de personnes qui n'ont pas de réseau d'assainissement. Vous imaginez dans quel état va être le petit bassin que nous partageons tous, le bassin. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, personne, pour relier un petit peu avec ce qui se passe actuellement, des pays comme l'Espagne, l'Italie et la France qui sont presque à 100 000 morts, alors que juste en bas, de l'autre côté de la rive, on est à 1000 morts. Il n'y a pas que l'hydroxychloroquine qui puisse expliquer cette différence. Il y a certainement des choses, et ce sont des choses qu'il faut étudier. Il y a beaucoup de gens qui disent peut-être c'est dû à notre climat, qui est beaucoup plus important que ce qu'il y a en haut. Et les études que nous avons menées, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est appelé produits structurants, ils ont une importance pour le secteur industriel et ils ont une importance aussi pour le secteur des décideurs, donc l'administration. L'administration, elle fait un schéma. C'est tout ce que nous voyons comme infrastructures placées sur le territoire. Ce sont des infrastructures qui sont tracées déjà d'ici 2030, voire 2050, dans un schéma qu'on appelle le schéma national de l'aménagement du territoire, le SNAT. Mais pour que les SNATistes ou les SNATeurs, juste par des formations professionnelles, puissent avoir de la donnée pour pouvoir placer les infrastructures, il faut qu'ils aient des données qui puissent leur parler au moins comment va être le climat. On a donné aussi l'érodabilité des sols. Par exemple, sur le bassin de la Soumam, faut-il mieux investir à gauche ou à droite, sur la rive droite ou sur la rive gauche de la Soumam? Ce sont des choses qu'il faut vraiment mettre. Pour quelle raison? Parce que les impacts futurs sont immenses. Et nous savons, l'exemple de la Soumam, c'est un oued hautement inondable. Même s'il y a des infrastructures, ils ont placé des barrages importants, le Kéchihat, le Tilsita, celui qui est donc ce sont des barrages qui sont assez importants, presque 200 à 280 millions de mètres cubes d'eau. Vous imaginez que retenir autant d'eau, quels vont être les impacts sur les nappes phréatiques d'en bas. Et il est grand temps de faire des études assez précises. Pourquoi? Parce que l'impact est sur tout le monde. Il est sur l'agriculteur, il est sur l'industriel, il est sur le citoyen. Et c'est pour ça que ce genre-là d'études devrait être généralisé sur tout le littoral, voire même sur le sud. Pourquoi? Parce que de plus en plus maintenant, les techniques que nous utilisons, et je tiens à le faire rappeler, nous utilisons des techniques à haute fréquence. Pourquoi? Parce qu'auparavant, les années 70, les années 80, nous avons de la donnée, mais qui était inutilisable. Pour quelle raison? Parce que les gens font des études, allez, 2 points par an. Maintenant, on fait des études par jour, voire en infrajournalier. Juste pour vous ayez un ordre de grandeur, celui qui étudie 2 points par an, par rapport à celui qui fait du journalier, les erreurs dépassent les 4000%. Donc, si vous voulez faire de l'orientation, maintenant, il faut faire de la donnée à haute fréquence. Et la donnée à haute fréquence, elle est soit journalière, soit infrajournalière. Et il est aussi indéniable que la Terre vit un changement climatique incroyable ces dernières années. Et ça nous pousse un petit peu à penser que ça a influé directement, non pas seulement sur les comportements, on reviendra avec le professeur Zarbot, mais aussi avec les mutations de certaines espèces. D'où on pourrait penser que le Covid-19, qui est, à chaque fois on découvre une facette nouvelle de ce virus,
Donc on pourrait croire qu'il y a une certaine mutation de tous les virus sur Terre. Vous savez, madame, ce qui est connu en génétique, pour qu'il y ait une mutation, en tout cas à l'échelle humaine, c'est presque chaque million d'années. C'est-à-dire, il y a une mutation par million d'années. Il peut y avoir peut-être des changements phénotypiques, mais pas des changements génotypiques. Le génome humain, il est super protégé déjà dans la nature. Ce n'est pas pour l'humain, mais beaucoup plus pour les animaux et maintenant, notamment... mais par contre pour les petits micro-organismes, je pense que c'est cela que vous voulez parler, par exemple comme les virus. Mais les virus, c'est connu depuis X temps qu'ils sont sujets à des mutations assez rapides et des fois ils peuvent muter, écoutez-moi bien, entre le virus qui infecte au niveau du nasopharyngé et le virus qui arrive au niveau du sang, il y a déjà des mutations génétiques. C'est-à-dire que le virus, il a une possibilité de mutation d'une génération à une autre génération. D'ailleurs, on observe ça même chez certains organismes un peu supérieurs, comme les bactéries. Donc les mutations sont assez rapides. Mais pour dire qu'actuellement, ce qui est observé à l'échelle planétaire, le virus qui est né, entre guillemets, personne ne le sait, mais on va le mettre, il est né en Chine. D'ailleurs, il n'y a pas plus loin qu'avant-hier, les gens disaient déjà que la pandémie à la commencé au mois de décembre 2019, ça vient juste d'être revisité, ça a commencé réellement le mois d'août. Vous allez voir, il va y avoir des surprises. Mais pour vous dire, le virus qu'on a observé en Chine, celui déjà qui a traversé l'Europe, il a subi des mutations. Celui qui est parti jusqu'aux États-Unis, il a subi des mutations. Mais il y a une chose de sûre, celui qui est venu chez nous, parce qu'il a été génotypé, donc on a regardé la séquence, on a trouvé qu'il est rentré de France. Donc via cette cartographie de mutation, on peut retrouver son cheminement, comment il a voyagé. Et ça, c'est la beauté de la science, avec toutes ces contradictions, avec tout ce qui s'est passé comme histoire. L'hydroxychloroquine, si elle donne un bon résultat ou pas, avec toutes des fois de la tricherie sur les publications scientifiques, ça maintenant c'est devenu une notoriété publique. Mais il y a une chose, il n'y a pas autre chose qui peut trouver des solutions que la science. Et professeur Zaber, en ce qui concerne la distanciation sociale, le Covid-19 a imposé une certaine distanciation de vigueur pour certains pays. Il y a eu un laisser-aller, si on peut dire, pour d'autres pays, ce qui a provoqué une grande épidémie. En parlant de pandémie internationale, mais d'épidémie dans certains pays. Notamment ce qu'on voit maintenant au niveau de l'Amérique latine, ce qu'on a vu en Italie. Et il y a une peur intense avec l'ouverture actuelle, avec le déconfinement partiel. Il y a une certaine peur qui s'est imposée ici dans notre pays. De toutes les façons, on donne la même idée de mon collègue Amir Madani par rapport à la mobilité du virus. Donc, on peut tracer une cartographie, cette cartographie qui va démontrer de toutes les façons le voyage de ce virus. La Chine, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Extrême-Orient, l'Europe centrale, l'Europe occidentale, c'est-à-dire nos voisins, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Donc là, ça lançait sur une disparité territoriale. Et dans chaque territoire, il y a une culture. Et toutes les conduites ainsi que les comportements non verbaux, ils sont codés culturellement. C'est-à-dire le confinement total, il a été instauré dans des pays là où il y a une tradition d'épidémie. Donc, c'est inconsciemment, parce qu'on réagit plus avec notre inconscient qu'avec notre conscient, il y a recours au confinement total, c'est-à-dire à l'isolement, tel que l'Italie, par la suite l'Espagne, la France. Mais il y a d'autres contextes dans le monde, ils se sont comportés d'une manière très différente. Tel que la Suède, on l'a cité hier, donc pas de confinement, ni maintenant ils payent le prix. La même chose en Amérique du Sud, le Brésil. Donc ils n'ont pas. Donc, des fois, il y a quelques idées chez certaines personnes, même au niveau politique, qui disent qu'il n'existait pas. Ce n'est pas le même mode de contagion. C'est faux. Il y a une arnaque de l'OMS. Donc tout cela, il ne touche pas uniquement la simple personne
qu'on voit dans la rue, elle touche aussi le politique. Donc, et c'est touche le politique, il y a une culture qui domine le monde de relation, le monde de la réflexion, le monde de la perception du risque. De ce fait, l'humanité n'adopte pas le même comportement dans le même espace géographique. Donc, il y a une disparité de comportement vis-à-vis de la crise sanitaire, et par la suite, il y a plus de morts dans une région, il y a moins de morts dans d'autres régions, mais donner une explication uniquement sous un seconde, il faut. C'est pour cela, d'un point de vue épistémologique, je renforce l'idée de mon ami Khoudir, la science, la vérité de la science, elle n'est qu'une vérité du moment. Elle n'est pas éternelle, il n'y a pas une science qui a une vérité éternelle. Donc, je peux, ce que je dis maintenant, juste, même pas une heure, ça veut dire que c'est faux. C'est pas grave, c'est pas que moi je connais des erreurs, je ne réfléchis pas bien, mais tout simplement, il y a d'autres moyens, il y a d'autres évolutions dans la réflexion, dans la pensée, qui disaient que je disais, il y a un manque quelque part. Donc, l'autre avec son génie, c'est ça le génie humain. Donc, on doit accepter que tout ce qui a travers la science, il est cyclique. En même temps, il y a un questionnement perpétuel et continuel. La science n'est pas figée. Dans les débats qui existent, telle société elle a un comportement d'autre, tout simplement, il y a certaines sociétés là où des matrices existent, ce qu'on appelle le concept de la proximité. Et dans ce concept de la proximité qui est important, qui traite par la suite de ce qu'on appelle la méthode de la distinction sociale. Cette méthode de distinction sociale, elle n'est pas née comme ça, tout simplement parce qu'il y a le risque. Tout d'abord, c'est des sciences diverses. Et chaque science apporte quelque chose à la compréhension d'un phénomène. C'est la zoologie. La distanciation sociale, ça a été copié des travaux de la zoologie. C'est-à-dire les hirondelles, comment se posent sur les fils électriques. C'est la même distance partout. Et par la suite, c'est les anthropologues qui sont intéressés. Donc, le domaine de la santé est regroupe, parce qu'il y a sociologie de la santé, anthropologie de la santé, psychologie de la santé. Donc, quand on prend avec une approche transversale à l'analyse de la compréhension d'un phénomène qui a trait à la question de la santé publique, il y a usage de ces sciences, mais d'une manière complémentaire. Ce n'est pas un simple regroupement. Et de ce fait, nous, les Algériens, on a peur parce qu'on est humain. On ne fait pas d'exception. Mais si on a cette immunité, il y a des questions à poser. Donc, comme l'a dit mon ami Khoudir, il faut creuser. Et quand il faut creuser, c'est ça le génie de la science. C'est vraiment, si on a des scientifiques, des gens qui se respectent dans le domaine, ils doivent creuser. Et quand on creuse, on va trouver quelque chose à expliquer un phénomène. Il est juste pour le moment, comme il peut durer, il peut connaître la controverse, et à un moment un siècle, il peut être réhabilité. Donc, même dans les sciences, dans les données et les conclusions d'un siècle, ils peuvent être utiles maintenant. Par rapport à l'analyse du SARS-CoV et d'Ebola, parce que c'est des épidémies dans un espace géographique bien déterminé, ces études-là servaient à beaucoup de choses à la compréhension de Covid-19, soit dans le domaine purement médical et dans le domaine de la pharmacologie, parce que il faut trouver un vaccin, et l'Europe a produit toute seule 78% des vaccins du monde. C'est pas... Donc il y a une maîtrise de la technologie. Donc il y a des gens qui savent ce qu'ils disent et ce qu'ils avancent dans les publics. Mais nous, dans le domaine des sciences humaines et sociales, on doit s'appuyer sur tous les travaux qui ont traité le problème de questions de santé publique, du maladie infectieuse émergente, le SARS-CoV, ainsi que l'Ebola. Très bien. Et Madame Delatoche, je terminerai avec vous. En ce qui concerne l'environnement, on va dire que c'est une question de conscience collective. Et aussi en ce qui concerne la santé publique, ça nous concerne tous autant qu'on est. Avant de répondre à votre question, j'aimerais rajouter une chose concernant l'industrie du déchet. Un certain temps, on a opté pour un centre d'enfouissement, bien les recharges contrôlées. Maintenant, le secteur de l'environnement, il opte
pour une économie circulaire. Si vous me permettez, si on dit le mot ordure, je m'excuse pour le terme, mais c'est de l'ordure. Les déchets maintenant, c'est une source de financement. Donc on aimerait bien, ça c'est une politique et c'est une culture que nous devons l'appliquer. Pourquoi? Parce que le pétrole, ça ne va pas durer. L'agriculture, c'est un sujet un peu délicat, mais on préfère au moins utiliser nos déchets comme une source de financement. Normalement, il y aura des textes réglementaires qui vont être élaborés dans ce sens concernant l'économie circulaire. Donc, concernant l'environnement et la santé, si vous permettez, si on remarque durant la période du confinement à l'échelle mondiale, le globe terrestre a respiré. Donc, en Algérie, par exemple, dans la baie d'Alger, nous avons vu des dauphins. Donc, il y a en quelque sorte, la Terre, elle a pu récupérer, elle a pu régénérer. Mais le problème qui se pose, ce confinement, c'est une arme à double tranchant. Durant le confinement, il y a des personnes qui ont profité pour déforestation, pour des constructions illicites dans les forêts, on rejette les déchets de partout. Et la question qui se pose, c'est après le confinement, parce que ça joue sur l'économie mondiale. Donc, on s'est reposé quelques jours, mais l'économie et l'industrie, ça va vont doubler leur force pour rattraper le retard. Donc, c'est là où le bas blesse. Donc, il y a une possibilité que ce repos, nous allons le payer très cher après le déconfinement. Donc, le post-confinement, ce serait à suivre. Merci, madame. Merci de votre présence, madame, messieurs. Sur ce, on va se dire au revoir à la prochaine fois, Inch'Allah. Je vous rappelle seulement les présents d'aujourd'hui, madame Belaïtouch Fatima, directrice de l'environnement de la wilaya de Béjaïa, professeur Koudir Madani, directeur du Centre national de recherche en technologie de l'agroalimentaire, professeur Selim Zabar, enseignant-chercheur de l'Université de Béjaïa, et monsieur Hafiduddin Mansouri, expert international et aussi national. Merci à vous, au revoir.